encore plus face à ce qu'on vient de voir. Quand on pense aux possibilités de piratage, on va penser protection, et qui dit protection, a fortiori en France, c'est vrai aussi, dit État. Sans les différents agents de l'État, Internet serait un bien plus grand risque qu'il ne l'est déjà pour les populations. Et aujourd'hui, nous accueillons donc la section cybergendarmerie pour venir nous parler des actions et missions de la cybergendarmerie avec Frédéric Bell. Bonjour Frédéric. Bonjour, vous m'entendez bien? Absolument, vous êtes adjoint au chef du groupe cybercriminalité de la section de recherche de Bordeaux, et Tout Frédéric à Gou, fait. qui vous accompagne, réserviste au sein du même pôle. Je vous Bonjour. laisse la scène. Nous vous écoutons, merci. Eh bien, Bonjour à tous. déjà, je voudrais savoir si vous m'entendiez déjà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, donc voilà, je me présente. Donc, je suis Frédéric Goutte, je suis consultant en cybersécurité et RGPD, également formateur dans ces deux domaines. Et je suis également réserviste citoyen et de temps en temps partie opérationnelle du pôle cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Pour ma part, moi, je suis enquêteur au sein du groupe cyber de la gendarmerie, à la section de recherche de Bordeaux. J'ai toujours travaillé dans la police judiciaire et je me suis spécialisé dans la cyber en 2015. Voilà, aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce que fait le groupe cyber et la réserve opérationnelle de la gendarmerie dans le cadre de ses emplois et de la recherche, justement. Nous, on est plus dans le dépôt de plainte et déjà que la réponse à incident. Donc, l'organisation de la chaîne cyber au sein de la gendarmerie, en 2019, il y a eu la création du pôle cyber au sein de la direction générale. En fait, on a deux structures. On peut déterminer une partie qui fait de la criminalistique numérique et une seconde partie qui est plus chargée de l'investigation criminelle. Donc, on détermine à l'échelon central, ça sera plus les experts avec l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, au sein de laquelle on a l'INL, qui est, j'allais dire, le département informatique électronique, qui lui œuvre vraiment sur du post-mortem et qui fait du forensique sur les appareils. Et au niveau de l'investigation criminelle, on a le C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques, qui lui est plus sur la partie investigation. Au niveau régional, sur la partie criminalistique, on a au sein de chaque département eu la création en 2019 des SOLC. Alors, ce sont les sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces qui englobent des techniciens formés aussi bien sur les systèmes d'exploitation et des techniciens en investigation criminelle et également des techniciens en investigation numérique. Pour ma part, moi j'exerce au sein d'un groupe cyber au niveau d'une GIRS, donc une juridiction interrégionale spécialisée. Donc j'ai compétence sur toute la zone de défense sud-ouest. Donc je peux intervenir à Bordeaux, qui est pour moi le mieux, et je peux aussi intervenir à la Souterraine ou à Guéret, qui est un peu plus loin. Donc nous sommes formés sur tout ce qui est investigation, on verra après. À l'échelon local, on a les enquêteurs au sein des brigades, ce qu'on appelle les CNTEC et les PNTEC, sont des gendarmes qui ont été formés spécialement pour justement répondre aux questions lors de plaintes de particuliers, de PME ou de grandes entreprises pour être déjà sensibilisés à la matière cyber. On a également, là je laisserai intervenir Frédéric, la réserve opérationnelle qui reste au niveau local, que nous allons développer très rapidement. Alors oui, donc pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie, dont je fais partie, je fais partie essentiellement dans un premier temps de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale sur la partie cybercriminalité. Et de temps en temps, je suis sur la partie réserve opérationnelle de la gendarmerie, partie cybercriminalité. Donc au niveau de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, c'est un vivier de 30 000 personnes, femmes, hommes volontaires, dont il y a des femmes, des
comment dire, 40% ont moins de 30 ans. Il y a aussi des étudiants, des personnes de la société civile, mais également d'anciens gendarmes. Donc, au niveau de la réserve opérationnelle, globalement, généralement, quand on ne fait pas partie d'un domaine spécifique dit expert, on a une formation initiale d'une durée de 15 jours, plus de 15 jours dans l'année. Donc, on peut travailler, avoir des interventions entre 30 jours par an et 60 jours en période de crise. Donc, il y a à peu près 3500 à 5000 réservistes qui renforcent les unités actives. Et donc, leur mission, c'est d'appuyer les forces de la gendarmerie, les unités Frédéric, territoriales. peut-être Oui, tu peux juste rapprocher ton micro, s'il te plaît, qu'on t'entende un peu mieux. oui, excuse-moi, c'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux, merci. Ok, d'accord, désolé. Donc, comme je disais, donc, la mission de la réserve est effectivement d'appuyer les unités territoriales et donc d'intervenir quand les personnes ne font pas partie d'une équipe d'expertise, comme je fais partie pour la partie cyber, peuvent intervenir lors de contrôles routiers ou ce genre de choses. Voilà. Alors, donc pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie, il y a, pour ce qui nous concerne, au niveau cyber et numérique, il y a dans un premier temps une réserve numérique dont je fais également partie, qui est rattachée à la DGGN et qui est constituée de près de 200 réservistes opérationnels et réservistes citoyens qui ont des métiers complètement différents, qui peuvent être des avocats, des responsables sécurité dans des sociétés, des ingénieurs, mais tous dans la réserve numérique ont plus une action comment dire, de sensibilisation en termes de sécurité, que ce soit au niveau juridique ou au niveau effectivement technique. Voilà. Plus particulièrement, moi, j'interviens aussi sur la partie réserve cyber. Donc, je suis effectivement rattaché à la région Nouvelle-Aquitaine et plus précisément rattaché en direct à la section de recherche de Bordeaux, dont Frédéric fait partie. Donc, cette réserve cyber dispose d'un vivier un peu plus resserré, puisque, comme vous le savez, on a un manque énorme de ressources dans le monde qui ont des compétences cyber. Et donc, effectivement, elle vise à créer une réserve d'emploi mobilisable régulièrement sur le territoire. Donc, cette réserve est territorialisée, entre guillemets. Et donc, nous pouvons intervenir en appui des cybergendarmes sur tout ce qui est attaque de ransomware, tout ce qui est usurpation d'identité, fraude en tout genre, au niveau cyber, et bien d'autres sujets comme la pédopornographie. Alors, bien entendu, pour ces types d'actions opérationnelles, tout le monde ne peut pas effectuer ce genre d'activité, étant donné qu'il y a besoin d'avoir une accréditation pour avoir le droit d'intervenir sur des affaires qui sont confidentielles. Moi, particulièrement, normalement, j'interviens uniquement j'étais censé intervenir uniquement sur la partie réserve citoyenne, en faisant de la sensibilisation, notamment auprès d'entreprises, notamment, par exemple, très récemment, je suis intervenu en Dordogne pour une soixantaine de TPE-PME pour les sensibiliser sur tout ce qui est fraude au président, tout les bonnes pratiques de sécurité, mais vraiment de manière vulgarisée. Et vu mes compétences, comme je suis
Dans la vie, je suis consultant en cybersécurité depuis plusieurs années et notamment, j'interviens beaucoup sur des affaires de ransomware. Eh bien, ça m'arrive d'intervenir sur des affaires effectivement où je n'ai pas à avoir de données confidentielles, mais j'interviens en appui. Notamment, je suis intervenu aussi lors des attaques, après les attaques Charlie, de Charlie Hebdo. Il y a eu une grosse attaque en France sur des sites internet français, notamment en Gironde, sur des sites d'écoles françaises, où je suis intervenu notamment pour vérifier que sur les sites où il y avait eu du défacement de sites web, qu'il n'y ait pas des charges actives où on pouvait, de manière latérale, pouvoir rentrer dans le système d'information, notamment du conseil départemental ou du conseil régional. Voilà. Donc, pour revenir sur le groupe cyber à la section de recherche de Bordeaux, donc nous sommes tous formés vraiment au cyber. On a un chef de groupe, capitaine, qui est titulaire d'un DU cyber qu'il a passé à Montpellier. On est deux NTech, titulaires d'une licence professionnelle que l'on a obtenue à l'UTT, à l'Université de Troyes. Et on a actuellement 3 enquêteurs sur Internet qui sont, eux, des correspondants en nouvelles technologies, qui sont formés aussi, ils ont un panel OSINT et un panel ESP, enquêteurs sous pseudonyme. Donc, le rôle du groupe cyber, les différents rôles aujourd'hui, c'est d'informer les PME, PMI lors de conférences ou comme aujourd'hui des webinars pour informer des risques cyber, mais comme on arrive en fin d'intervention, beaucoup sont passés avant nous, donc je vous cacherai pas que je vais pas refaire de redite. La principale activité du groupe, c'est de pratiquer aux enquêtes. Nous, notre rôle, c'est d'arrêter des gens qui se cachent derrière des ordinateurs, je vous le cache pas. Pour cela, on développe des techniques d'enquête que je vais vous exposer après. On développe aussi au sein de la division, quand on a le temps, de petits outils pour simplifier nos investigations et simplifier les investigations de nos collègues. Nos missions, donc, c'est la direction des investigations face à des infractions spécifiques, qui sont les atteintes au stade principalement, sur la zone de défense, avec une compétence de la juridiction spécialisée. Et on est au travail énormément également avec le parquet J3, le parquet cybercriminel de Paris. On fait de la surveillance de l'Internet, donc principalement au moyen d'enquêtes sous pseudonyme. Alors on peut faire ça de manière proactive ou réactive. Proactive, on a la possibilité, la loi nous permet de créer des pseudos et déclarer auprès d'un service spécialisé. Et on peut, faire du pseudo passif sur les réseaux sociaux et réagir lors d'événements. Le suivi de dossiers sensibles et complexes, c'est les escroqueries transnationales, les faux vies et autres, qui sont un peu notre fer de lance. Et de la criminalistique numérique, bien sûr, ça, nous en faisons également pour analyser principalement tous les supports que l'on détient lors de nos dossiers. Donc les affaires, les faux ordres de virement internationaux qui en 2000, les années 2000 étaient vraiment le fer de lance des escrocs. On estimait en France à 200 à 300 millions d'euros de préjudice auprès des sociétés. Donc là, on a vraiment des attaques directes des banques, des sociétés. Donc on est plus basé sur du social engineering que cela. On avait les faux présidents, on a quand même des escrocs qui sont très 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 forts à ce niveau-là. Ils rentrent vraiment dans une situation d'urgence, de mise en confiance des victimes, et ils permettent
vite un virement la plupart du temps sur des comptes de rebond européens. Donc, on a sensibilisé beaucoup les PME, TPE sur ce phénomène et on le voit de moins en moins. Voilà, les particuliers aujourd'hui sont plus soumis aux faux placements crypto-monnaies, forex et autres, j'allais dire, on a pas mal de sites sur Internet qui permettent de prendre confiance et autres. Le groupe cyber, on intervient beaucoup sur les rançongiciels. Donc, on a travaillé sur le CryptoLocker Loki qui a permis, si vous avez eu la presse ces derniers temps, de voir un Russe au tribunal correctionnel de Paris, WannaCry, ou la campagne WannaCry, où on est intervenu également au niveau européen, Sodinokibi, Grand Crabe, etc. Sur les rançongiciels, notre intervention, nous sommes là pas pour faire de la rémédiation, mais pour justement comprendre l'attaque, essayer de retrouver l'auteur de celle-ci. Un rançongiciel, comme l'État le dit, on ne paye pas les pirates pour récupérer nos données. Sachant, comme on a vu précédemment, que la plupart des rançongiciels maintenant procèdent à de l'extraction de données et qui sera revendue plus tard. J'allais dire, le but du hacker aujourd'hui et du pirate, c'est de crypter, de toucher la rançon et derrière, une fois qu'on a récupéré les données, de les vendre un an après, quand tout s'est tassé sous le manteau pour pouvoir refaire une attaque sur cette même société. Voilà. Donc, avec l'affaire Loki, ça a été 2 ans d'enquête, une interpellation d'un ressortissant russe en Grèce, une extradition en France et d'un jugement pour blanchiment d'argent. On a traité ça comme une extorsion de fonds et du blanchiment d'argent. Voilà. Les escroqueries multiples, donc faux placement, comme je vous ai expliqué, la crypto-monnaie, en crypto-monnaie, les usurpations d'identité qui sont, j'allais dire, valeurs courantes actuellement sur Internet. Quand on voit qu'on peut acheter un pack identité pour même pas 10 € maintenant sur le dark, et on peut ouvrir un compte, ouvrir un crédit à la consommation. De cela, on ouvre un compte sur une plateforme de crypto et on vire l'argent du crédit et on paye pas et on rembourse pas le crédit. Ça, c'est très très rapide. Donc nous, on s'est donné pour mission de suivre les fonds parce qu'à tout moment, on reste humain. Si on a de l'argent, on veut le dépenser et pour le dépenser, il faut le sortir de la blockchain. Donc là, et j'allais dire, et on est là pour justement voir les sorties de blockchain. La cyberinfiltration, la loi nous permet, nous, gens formés, comme je vous ai expliqué, de créer des faux profils. Donc pour la pédopornographie, tout ce qui a été gilet jaune, l'islam radical, on a des profils, on a des légendes, comme on explique, et on fait de la cyberinfiltration jusqu'à l'interpellation. Je peux prendre l'exemple du G7. On avait une information qui nous était remontée sur le G7 sur la possibilité d'un incendie d'un logement de gendarme mobile sur Osgore. Donc on a intégré, j'allais dire, le réseau fermé Black Box. On a trouvé, j'allais dire, les auteurs potentiels. On a procédé à l'interpellation avant d'avoir les mobiles et le logement des mobiles en feu. Ça s'est fait grâce à l'infiltration et à l'enquête sous pseudonyme. Voilà. Alors, donc, quelques minutes. Oui, ça va aller très vite. Merci. Sur les la cyber, ça tous, sécurité, une option, mais un prérequis. Donc, je vous laisse le PowerPoint à la vision. On voit que toutes les entreprises et tous les caractères socio-professionnels peuvent être attaqués. Donc, de l'extorsion, de la contrefaçon, du vol, mais aussi de l'espionnage. Comme on en parlait tout à l'heure, l'espionnage fait partie intégrante des cyberattaques ciblées aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup parce que justement, c'est choses qu'on ne veut pas entendre et voir. Donc, voilà. La preuve numérique. Fred, si tu veux bien en parler un peu. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait,
Alors, moi, en fait, je suis ayant la double vision, si vous voulez. J'ai la vision du consultant en cybersécurité qui, lui, le but, c'est de remonter en cas de problème du système d'information, en cas de problème de sécurité, de remonter le système d'information et de faire en sorte qu'il soit, comment dire, disponible. Parce que bon, la sécurité, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, c'est le DICT, hein, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Et donc, la problématique qu'on a en général, c'est que quand il y a justement une attaque ransomware, par exemple, les équipes informatiques ne pensent pas nécessairement à la preuve numérique, à préserver la preuve numérique en termes d'intégrité. Et donc, voilà, il est important en fait de sauvegarder comment dire, le poste tel qu'il était quand il y a eu l'attaque. Et donc, il est important d'avoir un certain nombre de choses comment dire, à effectuer lors d'une attaque. C'est-à-dire que première chose, si on détecte comment dire, une intrusion dans le système, que ça soit en tant pour un ransomware ou autre chose, c'est déjà débrancher le câble réseau, bien entendu. Alors le câble réseau, mais également le réseau Wi-Fi, hein, bien entendu. Et également ne pas oublier quand on a un réseau en Microsoft Active Directory, éventuellement de désactiver les lecteurs réseau qui peuvent être sur les postes de travail pour éviter la propagation déjà. Et également, donc surtout ne pas redémarrer le poste de travail, faire une copie disque, donc bit à bit, faire une copie disque bit à bit pour s'assurer que effectivement on préserve bien comment dire les preuves comment dire de tout ce qui était actif à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, on peut intervenir pour remédier aux problèmes et de remettre en ligne le système d'information. Il est très important de contacter, de porter plainte, hein, de contacter la gendarmerie ou la police, qui peuvent également vous aider si vous avez des difficultés au téléphone, qui peuvent vous aider, par exemple, si vous ne savez pas faire pour les TPE des copies disques, qui peuvent vous aider pour en faire une. Voilà. Moi, je voudrais rajouter. Je te laisse. Rajouter quelque chose, c'est plainte ou signalement, c'est la question que beaucoup se posent sur la médiatisation et l'atteinte à l'image de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas de plainte, signalez-nous les faits, ça nous permet de nous faire remonter des modes opératoires. On a des relations avec Europol, les polices européennes, on travaille beaucoup avec les polices européennes pour justement faire de la rémédiation, beaucoup de rémédiation. Voilà. Ça saute. Voilà, je vous laisse les contacts, vous les aurez sur la présentation, si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci à tous les deux.